Alors, j'ai un ancien confrère qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps sous l'une de mes vidéos et qui m'a proposé de lui poser des questions parce que lui, il est digital nomade depuis 10 ans. En fait, on était confrères à l'époque des blogs, on vendait des formations, voilà, il avait un blog qui était connu. Donc il s'appelle Cédric Vimeux, je te mettrai le lien en dessous de sa vidéo pour que tu ailles voir sa chaîne. Voilà, et c'est un vrai digital nomade qui est parti avec sa famille, avec sa femme et son fils. À l'époque, je crois qu'il avait 7 ans. Et voilà, donc si tu veux en savoir plus, ben voilà, je te laisserai voir sa chaîne. Donc les questions auxquelles il m'a répondu, je peux pas les garder pour moi parce qu'il a vraiment pris le temps de répondre super bien à toutes mes questions. Et pour moi, c'est un véritable interview qui a été faite à distance. Donc comme il n'est pas avec moi, ben, je vais tout simplement lire mes questions et lire ses réponses. Alors, on commence. Quel est, selon toi, le moyen le plus rapide de s'alléger pour partir quand on est sédentaire, avec plein d'attaches, objets, habitudes, fonctionnement, relations? Pour moi, le plus rapide, c'est de tout lâcher, vraiment tout. On a lâché notre maison, on était locataire, vendu la voiture et vendu, donné, jeté tout le reste, meubles, souvenirs, babioles. Aujourd'hui, tout ce qu'on possède tient dans une valise de 20 kg, une autre de 10 et 2 sacs à dos. Et encore, si ça ne tenait qu'à moi, la valise de 20 kg dégagerait. Ça peut peut-être te paraître extrême de tout lâcher, mais c'est ce qui nous a donné une vraie sensation de liberté. Pas juste partir en voyage, mais partir pour de bon. Et surtout, ne plus avoir un fil invisible qui te ramène à une base, à une routine, à un chez-soi figé. Je pense qu'on sous-estime à quel point les objets, les habitudes et même certaines relations sont des chaînes légères mais solides. Quand tu te sépares de tout ça, tu gagnes une clarté incroyable. Et puis, comme le disait Tyler Durden dans Fight Club, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Concernant les relations, la distance permet de savoir quelles sont les bonnes. Quand tu pars, il y a ceux qui disparaissent d'eux-mêmes, et ceux avec qui le lien devient plus clair, plus profond, plus vrai. C'est comme un tri naturel, tu ne coupes rien de force, mais le temps, la distance et la rareté font le boulot pour toi. Ça n'a rien de triste, bien au contraire, ça allège, ça te permet de vite savoir qui sont tes vraies relations. Nous, ça nous a permis de faire un sacré tri avec quelques bonnes et mauvaises surprises. Alors la deuxième question, comment fais-tu aujourd'hui pour gagner ta vie ? Alors comme depuis 2008, en fait rien n'a vraiment changé. Je gagne ma vie en créant et en vendant des formations en ligne, comme toi je crois. C'est un modèle que j'ai choisi très tôt parce qu'il me permettait deux choses essentielles pour moi, la liberté géographique et l'indépendance financière. Bref, je crée mes produits, j'écris mes emails, j'appuie sur envoyer et ça vend. L'essentiel de mon activité passe d'ailleurs par l'email marketing. C'est ce que j'ai toujours aimé, écrire, créer du lien, vendre avec des mots. Et puis, c'est léger à gérer, ce qui colle parfaitement avec une vie nomade. J'ai testé d'autres trucs au fil du temps, mais ce modèle-là reste mon socle. C'est ce qui me permet de voyager non-stop depuis plus de 10 ans, tout en gardant une vraie stabilité financière. Et comme j'automatise énormément, il m'arrive de rester sans bosser pendant des semaines ou plus. Ça, c'est assez dingue, hein. Je relance souvent d'anciennes campagnes promo où je réutilise des séquences qui ont bien marché. À une époque, juste après avoir fermé le club Affiliation Pro en 2016, j'avais même programmé 3 ans d'emails d'avance avec des promos, du contenu, tout le bordel. Pendant ces 3 années, je n'ai quasiment pas travaillé. Souvent, je bossais moins d'1 heure par semaine juste pour répondre aux emails importants et gérer quelques trucs comme les remboursements. Et le business tournait tout seul. Ça nous a vraiment permis de profiter à fond de nos voyages, même si l'envie de créer de nouvelles formations, nouvelles campagnes, etc. a fini par revenir. Donc là, c'est assez dingue, parce que moi, je suis quand même pas arrivé à ce niveau-là de travailler si peu pour autant de résultats. Voilà, donc c'est inspirant, je trouve. Quels sont les trucs pour éviter de se sentir perdu lorsqu'on arrive dans une destination inconnue ? Justement, moi, je cherche à me perdre. C'est même une des raisons pour lesquelles je voyage, ne pas tout contrôler, ce que j'essaye de faire en ce moment. Ne pas tout comprendre, ne pas tout prévoir. Arriver quelque part et laisser le lieu m'apprivoiser plutôt que l'inverse. Je trouve qu'il y a une forme de beauté dans le flou du début. Tu marches sans repère, tu ne sais pas où tu vas,
tu observes et souvent tu tombes sur des lieux géniaux que tu n'aurais peut-être jamais trouvés si tu avais planifié ton voyage ou ta vie. Quels sont les pièges à éviter? Ça, c'est ma question. Le plus grand piège selon moi, c'est de croire que changer de décor va régler ce qui coince à l'intérieur. Tu peux changer de pays, de fuseau horaire, de climat, etc. Mais si tu te traînes les mêmes blocages, les mêmes schémas, les mêmes angoisses, ils voyageront avec toi. Autre piège, vouloir trop optimiser. Chercher le meilleur endroit, le meilleur coût de la vie, la meilleure expérience, etc. À force, tu ne vis plus nulle part, tu passes ton temps à comparer, à planifier, et tu rates ce qu'il y a juste sous ton nez. Et puis, il y a le piège du comme à la maison. Ça, c'est quand tu essaies de recréer tes habitudes, tes horaires, ton confort, ton petit cocon sécurisé, comme si tu voulais voyager tout en restant chez toi. Mais voyager, c'est justement accepter d'être un peu exposé. C'est précisément ça qui rend les choses plus intenses, plus vraies. Si tu ramènes partout ta routine occidentale, les mêmes habitudes, les mêmes horaires, les mêmes plats, le même rythme de boulot, etc., alors tu passes à côté de l'essentiel, le fait que là-bas, ce n'est pas ici, et que c'est tant mieux. Quand tu laisses de l'espace au lieu, au rythme, aux gens, tu vis quelque chose de nouveau, d'unique. Moi, par exemple, j'essaie toujours de vivre comme les locaux. Je vis comme un Espagnol quand je suis en Espagne, comme un Japonais quand je suis au Japon, comme un Vénitien quand je suis à Venise, etc. Bref, j'essaie d'habiter le pays de l'intérieur, pas juste de visiter. Donc là, autre question, quel état d'esprit particulier faut-il développer pour durer dans cette vie-là? Il faut aimer l'instabilité. Si tu as besoin de contrôle, de routine fixe, de repères stables, tu vas vite fatiguer. Parce que tout change tout le temps. Le climat, la langue, les règles, la bouffe, la connexion, les voisins, le lit, l'énergie du lieu, le bruit, les odeurs. Et si tu ne sais pas lâcher prise et t'adapter, tu finis par t'user et ne plus supporter. C'est une école d'adaptation. Et puis, il faut aussi cultiver une certaine forme de détachement. Ne pas trop s'attacher aux lieux, aux objets, aux habitudes, ou seulement aux endroits où tu reviens régulièrement. C'est comme c'est notre cas avec Venise, où on revient chaque année. Nous y serons d'ailleurs dans quelques jours. Ce n'est pas toujours évident ni facile, mais c'est ce qui rend cette vie vivante. Autre question. Est-ce que ton expérience de la rue, parce que Cédric a été à un moment donné SDF, donc je lui ai posé cette question et il a bien voulu m'y répondre. Donc je l'en remercie. Est-ce que ton expérience de la rue t'a aidé à adopter plus facilement ce style de vie? Si oui, quel joyau en as-tu retiré? Honnêtement, non. La rue, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas l'aventure. Et encore moins le lâcher-prise. La rue, c'est la survie. C'est l'angoisse de chaque nuit, la honte de sentir mauvais, la faim qui t'empêche de réfléchir, le froid qui ronge tes os et le moindre bruit qui te réveille en sursaut. Quand tu es à la rue, tu ne choisis rien, mais tu subis tout. Ce que je vis aujourd'hui n'a rien à voir. Quand tu es SDF, tu ne cherches pas à te réinventer ou à vivre la vie de tes rêves, tu ne fais pas de développement personnel, tu cherches juste un endroit pour passer la nuit sans te faire virer, sans te faire agresser, sans crever de froid. Il n'y a pas d'espace mental pour l'introspection, l'exploration ou la créativité. Ton monde se rétrécit à l'essentiel, survivre jusqu'à demain. Et recommencer. Alors non, cette expérience ne m'a pas préparé à la vie nomade et ne m'aide en rien aujourd'hui. Elle ne m'a pas rendu plus libre, ni plus léger, ni plus adaptable. Elle m'a juste appris à me méfier, à me priver, à m'effacer, à douter. Et ça, ce sont des réflexes qu'il faut ensuite désapprendre. Parce que si tu veux vraiment être libre, il faut arrêter de vivre en mode défense. Il faut réouvrir des portes que tu avais verrouillées et réapprendre à te détendre, à faire confiance, à choisir sans avoir peur de tout perdre. Ce que la rue t'apprend, c'est la peur. Ce que j'ai mis des années à construire ensuite, c'est la liberté. Alors non, elle ne m'a pas aidé à adopter ce style de vie, elle m'a freiné plus qu'autre chose. Elle m'a freiné parce qu'elle m'a enfermé dans des réflexes de survie que j'ai dû déconstruire un à un
pour pouvoir enfin voyager avec légèreté et confiance. Le seul joyau, s'il y en a un, c'est peut-être ça. Avoir une conscience aiguë de la chance que j'ai aujourd'hui de vivre une vie que j'ai choisie, de ne plus jamais confondre une vie choisie avec une vie subie. Autre question, comment choisis-tu tes destinations ? Tu suis ton intuition, des critères précis, fiscalité, communauté, météo ? Ça dépend, mais le plus souvent, c'est soit par envie, soit par opportunité. Je t'explique. 1. Par envie. Je te donne un exemple. En mars 2024, mon fils nous dit qu'il aimerait fêter ses 17 ans en octobre au Japon, si possible à Tokyo ou à Kyoto. Je savais qu'on était à Venise en août, on avait déjà réservé, j'ai donc cherché le moyen le plus simple et le moins cher pour être au Japon en octobre. Et j'ai découvert que les vols les moins chers étaient en partance d'Athènes et qu'il y avait des vols vraiment pas chers de Venise à Athènes fin août. Donc de fin août à fin septembre, on a loué un appartement à Athènes et c'était cool car ça faisait des années qu'on voulait y retourner. Et de fin septembre à fin octobre, on était à Osaka, au Japon. Ce qui nous a permis de fêter les 17 ans de Matisse à Kyoto. Et donc là, je vous mettrai le lien de la vidéo. Autre exemple, après notre retour d'Asie, on a fait Japon, Vietnam, Thaïlande, Malaisie. On avait envie de retourner sur la Costa Blanca en Espagne. On a donc pris un vol pour Alicante et avons passé 1 mois et demi à Calpe. On y retourne presque tous les ans dans notre Airbnb habituel avec 2 piscines et à 100 mètres de l'une des plus belles plages espagnoles. Bref, parfois ça part d'une envie. Et le deuxième point, c'est par opportunité. Le plus souvent, on ne sait pas vraiment où aller. Alors, on regarde les vols depuis l'endroit où on est, quelles sont les destinations accessibles, à quel prix, à quelle date, etc. On se fait une petite liste de destinations possibles, parfois plus d'une dizaine. Et ensuite, je vais voir ce qui se passe sur Airbnb. Je repère les apparts qui nous plaisent, je contacte tous les autres, parfois ça me prend toute la journée, et je propose mon prix bien plus bas que celui affiché. Et étonnamment, certains acceptent. Il m'est déjà arrivé d'obtenir 70% de réduction sur le tarif de base, surtout en basse saison. Les autres préfèrent louer leur appartement à moins 70% plutôt que de ne pas le louer du tout. Dès que quelqu'un me dit « OK pour le prix », je réserve l'appart, je bloque les vols et je commence à chercher la destination suivante. Donc voilà, parfois c'est une envie, comme celle de fêter les 17 ans de Matisse au Japon. Parfois c'est une opportunité qui se présente et qu'on saisit. J'ai tendance à ne pas forcer les choses. Je regarde ce qui est proposé, je négocie et je sélectionne la meilleure option. Petite astuce, utilise le site Skyscanner pour trouver des vols pas chers. Tu mets ton aéroport de départ, par exemple Venise. Pour l'aéroport d'arrivée, tu mets partout dans le monde. Et pour la date, tu mets une date flexible, par exemple tout le mois de septembre. Tu obtiens ainsi toutes les destinations au départ de Venise, leurs tarifs, les dates des vols, et tu peux ainsi trouver les meilleures options. Parfois, on a de très belles surprises. Oh, regardez, de Palma de Majorque, on peut rendre visite au Père Noël dans son village, à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. C'est du vécu. Quand tu es nomade, tu es flexible, donc tu peux t'adapter aux meilleures opportunités. D'ailleurs, pour revenir à notre visite chez le Père Noël, on avait lu qu'il fallait en moyenne patienter 2 heures pour le voir. Mais nous, on y est allé en novembre et il n'y avait absolument personne. Résultat, on l'a rencontré tout de suite, sans faire la moindre file. Et comme il n'y avait pas un chat, on a même pu prendre le temps de discuter avec lui tranquillement, sans pression, chose impensable en pleine affluence où tout le monde doit défiler au pas de course. Alors, autre question, très pratique. Comment gères-tu la logistique quotidienne à l'étranger, banque, internet, santé, logement ? Côté banque, je te recommande chaudement Revolut. On peut payer partout avec la carte, dans toutes les devises, faire des virements, retirer du cash sans frais, etc. Avant, j'utilisais ma CB du Crédit Agricole, mais ça me coûtait énormément de frais à l'étranger, entre 80 et 120 euros par mois. Avec Revolut, aucun frais, donc ça fait pas mal d'économies. Et je vous en ai souvent parlé de Revolut, Moi, je trouve que c'est une des meilleures applications bancaires.
Côté Internet, je pose toujours beaucoup de questions avant de louer un Airbnb. Le Wi-Fi doit être puissant et stable. S'il y a le moindre souci avec le Wi-Fi, on ne loue pas l'Airbnb. Internet est le plus important pour nous, donc le Wi-Fi doit être excellent. C'est notre condition numéro 1. Et ça, j'ai pu le tester parce qu'alors à l'hôtel où je suis à Dijon, la connexion est pourrie. Et là, j'ai mis 4 fois plus de temps à bosser et c'est très énervant. Donc la prochaine fois, je vais faire beaucoup plus attention. Donc voilà, là, il dit bien que c'est quand même ça la condition numéro 1. De plus, nous avons tous les 3 nos forfaits téléphones qui fonctionnent partout en Europe avec plusieurs gigas de données d'internet. Utile quand on se balade ou entre 2 destinations, en dehors de l'Europe, comme au Japon par exemple. On utilise des cartes eSIM, ça ne coûte que quelques euros et ça permet d'avoir internet partout. Ça fonctionne relativement bien. Côté santé, on prend bien évidemment une assurance privée internationale. Ça coûte un certain prix, plusieurs centaines d'euros par mois, mais pour nous, c'est non négociable. Tu peux faire des économies sur beaucoup de choses, mais pas sur ta santé quand tu voyages à plein temps. On n'en a pas souvent besoin, mais quand il se passe quelque chose, tu es content d'être couvert. Des amis à nous, la famille nomade digitale, en ont fait l'expérience en Thaïlande. Patrice s'est cassé la cheville en sortant la valise du taxi le jour même de leur arrivée et leur assurance a pris en charge l'intégralité des frais médicaux, soit environ 10 000 euros, qu'ils n'ont pas eu besoin de sortir de leur poche. C'est l'assurance qui a tout payé directement. Et pour le logement, comme expliqué précédemment, on n'a plus de maison à nous et on passe presque toujours par une Airbnb, sauf quelques rares fois où on passe en direct avec des hôtes qu'on connaît déjà, comme à Venise, à Calpe ou à Dubrovnik par exemple. On réserve à l'avance pour les périodes touristiques ou bien au dernier moment durant la basse saison et je négocie toujours les tarifs. On a nos critères, excellent Wi-Fi, cuisine équipée, calme, bonne literie et parfois une piscine et une salle de sport. Autre question. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire depuis que tu vis en nomade ? J'ai arrêté de faire semblant d'avoir le temps. Quand tu es sédentaire, tu repousses tout à plus tard. Les projets, les rencontres, les changements. Tu te dis un jour, quand ce sera le bon moment, quand j'aurai le temps. Mais ce moment n'arrive jamais. En devenant nomade, j'ai arrêté de me raconter ces histoires. Le temps est devenu réel. Quand tu sais que tu pars dans 8 jours, tu fais ce que tu as à faire maintenant, sans perdre de temps, sans repousser à plus tard. J'ai aussi arrêté de m'encombrer d'objets, de vêtements, de routines inutiles, mais aussi de faux besoins, de plans sur 10 ans, de peurs qui ne m'appartenaient pas. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis parti à Dijon l'autre jour. Ce que je vous racontais, d'un seul coup, je me suis mis à agir, à travailler beaucoup plus vite et mieux. Et j'avais eu l'impression que la journée a duré 3 fois plus de temps. On n'a plus d'excuses pour ne pas agir. Et là, il donne la confirmation. Et peut-être surtout, j'ai arrêté de croire que la sécurité venait de ce que tu possèdes. La vraie sécurité, c'est de savoir que tu peux te poser n'importe où et continuer à avancer et à vivre sans problème. Autre question. As-tu déjà ressenti de la solitude sur la route et si oui, comment tu la traverses ? Non, absolument pas. Mais je suis sans doute très mal placé pour parler de solitude, parce que je suis quelqu'un de profondément solitaire. Et je l'ai toujours été, même quand j'étais sédentaire. En France, je restais souvent seul. Il m'arrivait souvent de passer des semaines, voire des mois, sans parler à personne, en dehors de ma femme et de mon fils. Ce n'est pas un effort pour moi, ni un sacrifice, c'est mon fonctionnement naturel. Le silence ne me pèse pas. L'isolement ne me vide pas. Au contraire, il me recharge. J'ai d'ailleurs passé mon enfance enfermé, seul dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo. Bref, j'ai toujours recherché la solitude et voyager comme je le fais me permet justement de l'entretenir. Comme le disait si bien Henri David Thoreau, je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi agréable que la solitude. Autre question, à quoi tiens-tu profondément aujourd'hui, malgré ta mobilité ? Rituel, objet, ancrage. À très peu de choses honnêtement. Je ne suis pas attaché aux objets, tout ce que je possède tient dans une petite valise. Et rien de tout ça ne manque vraiment. Je peux changer d'endroit, d'ambiance, de langue sans que ça me dérange. Mais il y a quand même quelques repères que je garde. Mon ordi, bien évidemment. C'est avec lui que je travaille, que j'écris, que je pense. Une bonne marche le matin aussi. J'aime bien faire une longue marche seule tout en visitant de nouveaux lieux. Et puis surtout ma femme et mon fils.
Tant que je suis avec eux, je n'ai pas besoin de plus. Autre question. Est-ce qu'il t'arrive encore de douter? Et comment tu reviens à l'essentiel dans ces moments-là? Bien sûr que je doute. Pas souvent, mais oui, ça m'arrive. Il y a des matins où je me demande si je fais encore les bons choix, des périodes où tout ralentit, où les ventes sont molles, où je ne trouve plus de sens à ce que je fais ni la motivation de le faire. Ou simplement des moments de fatigue, de saturation, où tout me semble flou. Quand ça arrive, je fais une chose simple, je coupe tout. Et je reviens à ce que je sais faire, écrire, pas pour vendre, juste pour moi. Et souvent, en relisant mes écrits, je retrouve ce que j'avais perdu de vue, pourquoi je fais tout ça. Voilà, on arrive à la fin de ce que j'appelle une interview, parce que là, vraiment, il a pris le temps de répondre à mes questions de façon très profonde. Je l'en remercie beaucoup, voilà. Et j'espère que voilà, cette vidéo te sera utile si toi, tu es peut-être dans une dynamique de devenir digital nomade, ou en tout cas de t'inspirer d'une vie qui serait plus libre. Si voilà, tu veux pas, comme moi, je suis à mi-temps, je ne sais pas si j'arriverai à cet extrême. On verra bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, eh bien, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je laisse donc le lien de la chaîne de Cédric qui vaut vraiment le détour parce qu'il fait des très belles vidéos. Voilà, donc je te conseille d'aller tout de suite regarder sa chaîne.